Donc voilà, j'ai monté tout un délire autour de la téléportation pour vous amener au concept de village global. J'espère que vous apprécierez l'effort quand même, et je pense que s'il existait un prix y penser, je présenterai cette vidéo devant le jury. Bon alors j'avertis, hein, je vais survoler, je vais effleurer le concept de village global, et encore plus l'œuvre de l'auteur. Hein. Parce que bon, Marshall McLuhan, c'est un petit peu un big boss des sciences de communication, donc loin de moi l'idée de vouloir prétendre à faire l'analyse profonde de ce monsieur ici. L'idée du village global, c'est le principe d'une seule et même communauté mondiale. Un rassemblement de tous les humains dans le même temps, dans le même rythme et dans les mêmes codes, les mêmes systèmes de communication, etc. L'analogie est faite avec le concept du village dans lequel les relations d'interdépendance entre les individus sont fortes. En gros, c'est un moyen d'expliquer la mondialisation, hein, avec les nouveaux moyens de communication, les transports de plus en plus rapides, les échanges qui augmentent, et les normes qui s'imposent de partout et qui sont partout les mêmes. Le concept du village global, c'est qu'il n'y a plus d'individus ou de peuples isolés. Tout le monde vit sur le même rythme, utilise les mêmes mesures, les mêmes médias, etc. Donc c'est vraiment la mondialisation, c'est la normalisation, c'est le fait que tout le monde se mette à fonctionner sur le même principe, sur le même mode. Et l'analogie qui est faite avec le village, c'est que dans un village, tout le monde dépend de tout le monde, et on a une construction d'une forme de communauté où tout le monde partage les mêmes codes. Et là, c'est un petit peu la même chose. Le principe du village global, c'est les humains du monde entier qui partagent les mêmes codes, qui partagent entre guillemets les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, et la diffusion des normes, des objectifs, enfin bref, de tout ce qui fait, on va dire, la mondialisation, se fait par les médias. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui incarne le plus ce village global, c'est Internet. Alors, il faut quand même préciser qu'à l'époque de Marshall McLuhan, Internet, enfin ARPANET, on était juste au stade vraiment de conception et d'expérimentation. J'ai pas vérifié, etc., mais je pense pas qu'il connaissait Internet à l'époque. Simplement, lui, il commençait à voir le concept de village global avec les nouveaux moyens de communication de l'époque, c'est-à-dire le téléphone, la radio, le fait qu'on puisse communiquer entre continents très rapidement, etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce concept de village global a été repris, interprété, voire fantasmé, donnant naissance à un mythe du village global. Et c'est ce mythe qui nous intéresse, c'est pas le concept d'origine, c'est vraiment le mythe du village global qui nous intéresse ici. Contrairement à la ville où règne l'anonymat et l'inattention, dans un village, on peut tisser des liens avec la communauté et connaître quasiment tout le monde. De plus, du fait de la petite taille d'un village, tout le monde peut potentiellement avoir accès aux ressources de ce dernier. Le four à pain, par exemple, peut être utilisé par tous les foyers. On peut se prêter des outils, bénéficier de la tondeuse du voisin, ou encore avoir un jardin communautaire. Donc, quand je parle de village ici, c'est plus comme une sorte de village communautaire. Ça n'a rien à voir avec 5 trucs dans la Creuse, hein. C'est plus une sorte d'archétype de village hippie. Internet, c'est une forme de téléportation. Pour un forum, par exemple, la distance est abolie. Je peux communiquer avec un Australien sans problème et quasi instantanément. Si on définit un lieu comme étant un endroit où les distances n'ont plus d'importance, alors on peut définir un forum sur Internet comme un lieu. Internet permet la création des lieux, donc comme le forum est un lieu, donc Internet permet la création de ce genre de lieux sous différentes formes, mais en fait, on peut même résumer Internet au fait que ça soit un seul et même lieu, où toutes les distances sont abolies. Donc Internet, c'est une sorte de place où toutes les distances n'ont plus d'importance. On peut aussi appeler ça une sorte de société sans distance, entre guillemets. Alors, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais pourtant, vous en faites l'expérience en ce moment même. L'idée qui se met en place au fur et à mesure qu'Internet grandit dans les années 80 et 90, c'est que la création de ce village global fantasmé devient possible. Certains pensaient vraiment qu'Internet allait devenir une société à part entière, et du fait de ses caractéristiques insolites, à savoir que c'est un lieu, une société sans distance, où les ressources peuvent être partagées facilement, où la mémoire et les traces collectives sont conservées, et où on incarne plusieurs avatars qui permettent l'anonymat, cette nouvelle société permettrait de faire apparaître une sorte de nouveau monde, une espèce de monde égalitaire, sans guerre et sans discrimination, dans lequel un nouveau contrat social, donc des nouvelles règles de société, serait à construire. Oui, parce que derrière tout ça, il y a aussi le mythe du pionnier, il y a le mythe de la conquête. C'est pas pour rien que ce genre d'idéologie prend naissance en Californie, hein, qui est vraiment le bout de la conquête de l'Ouest, et ça prend aussi racine dans cet imaginaire collectif, voilà, du pionnier qui a
créer un nouveau monde, enfin un monde vierge, enfin qui n'était pas si vierge que ça à l'époque. Il y avait quand même des gens qui habitaient là. Mais en tout cas, voilà, ça rejoint un petit peu ce mythe qu'il y a aux États-Unis du pionnier, de la personne qui découvre un nouveau monde, qui crée des nouvelles règles, qui crée des nouvelles choses. Et c'est un fresh start, en fait. C'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle manière de voir le monde. On repart de zéro, on reconstruit quelque chose de nouveau. Ça serait un monde où des communautés se mélangent, partagent leurs ressources et agissent selon les principes de l'intelligence collective. Et ce nouveau monde, il a un nom, c'est le cyberespace. Alors là, je vous invite vraiment à lire la déclaration d'indépendance du cyberespace qui incarne vraiment cette idée. Un petit extrait ? Oui, parce que je sais que vous n'irez pas lire. Le cyberespace est fait de transactions, de relations et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part. Mais il n'est pas où vivent les corps. Nous sommes en train de créer un monde où tous peuvent entrer sans privilèges et sans être victimes de préjugés découlant de la race, du pouvoir économique, de la force militaire ou de la naissance. Nous sommes en train de créer un monde où n'importe qui, n'importe où peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu'elles soient, sans peur d'être réduit au silence ou à la conformité. Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière. Et il n'y a pas ici de matière. C'est Matrix. Non, mais cherchez pas, c'est typiquement Matrix. Le film est sorti en 1999, la déclaration d'indépendance du cyberespace c'est 96. Donc c'est pile dans le bon timing. Smith incarne clairement le fonctionnaire froid et calculateur ou le représentant du capitalisme financier, peu soucieux des humains du moment qu'il y a de l'argent à se faire. C'est l'agent d'un monde créé dans le but de contrôler l'humanité. Cette société du contrôle, c'est l'État et les multinationales. Elle écrase les humains, les enfermant dans leur petite routine, les empêchant de s'émanciper, car incapables de penser qu'un autre monde est possible. Neo, le geek hacker, comprend qu'il existe un autre monde, le cyberespace. Le film opère un renversement. Neo est libéré en rejoignant la vraie vie physique et la société du contrôle est numérique, alors que le cyberespace est numérique en opposition à la société physique. Sion ressemble vraiment à un village. Les rites tribaux évoquent une société communautaire qui n'est pas sans défaut, mais où il est toujours préférable de vivre. Les super-pouvoirs de Neo sont une analogie au pouvoir que peut avoir Internet pour changer le monde, en particulier le fait qu'un seul individu peut créer des choses qui peuvent révolutionner le monde entier. À la fin de la trilogie, l'objectif est atteint, Neo arrive à influencer le cyberespace et la société physique. Ici, l'idée est que le cyberespace ouvrira les yeux des humains et finira par renverser la société physique en imposant une nouvelle manière de penser la société. Bon, il y a beaucoup d'autres analogies, mais je pense que le parallèle est quand même assez évident. En tout cas, si vous voulez vraiment comprendre l'idéologie du cyberespace, vous pouvez vous mater ou vous remater les Matrix. Je pense qu'on est vraiment pas loin de l'incarnation du truc. La téléportation pourrait donc correspondre à cette idéologie du cyberespace, le rassemblement de l'humanité, les échanges physiques instantanés, l'abolition des guerres, des frontières, la possibilité d'apprendre de tous, de connaître, et d'échanger sans restriction. Si je vous ai sorti un tableau sombre de la téléportation, c'est parce que, honnêtement, ça vous a pas fait rire la déclaration d'indépendance du cyberespace ? Alors oui, ça fait rire jaune, on est complètement d'accord là-dessus. Mais bon, il suffit d'aller 30 secondes sur Twitter pour comprendre que des choses qui appartiennent bassement à la société physique, comme le racisme par exemple, ça n'a pas disparu d'Internet. Au minimum, on peut se permettre de douter, quoi. Vous voyez ? Les problèmes qui ont empêché l'avènement du cyberespace sont nombreux, je vais pas faire une liste ici. Simplement, les plus connus ont été listés dans mon scénario sur la téléportation. L'entre-soi, la politique des algorithmes, la centralisation du trafic, les enclosures en opposition au bien commun, etc., etc. Alors du coup, la question c'est, est-ce que le cyberespace a échoué, ou est-ce que, justement, le cyberespace n'a pas encore pu vraiment s'exprimer, puisque ce contre quoi se battait la déclaration d'indépendance du cyberespace, ce que dénonce la déclaration d'indépendance du cyberespace, a fini par gagner. En première analyse, on peut dire que c'est plutôt la deuxième option qui s'est passée. Mais en même temps, quand on lit la déclaration du cyberespace, on se rend compte qu'il y a cette idée d'une sorte de déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'il suffirait juste de donner les outils, de donner un accès à Internet aux gens avec les outils pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils s'en emparent et qu'ils deviennent automatiquement libres et qu'ils automatiquement se mettent à s'exprimer, à créer des communautés, à échanger entre eux, etc., etc. Vu que le cyberespace tel qu'il était imaginé dans la constitution du cyberespace
n'est pas arrivé, clairement. Hein. Ce monde-là existe, mais il existe de manière... C'est des niches, vraiment, qui sont à droite à gauche sur Internet, et c'est clairement pas le modèle majoritaire. Cet échec-là fait qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup moins candide. Et on se rend compte d'une chose, c'est que le déterminisme technologique ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tout simplement, ce n'est pas parce que je crée Internet que les gens automatiquement vont s'en emparer et vont créer des choses extraordinaires, etc. Il y en a qui le font, mais pas tous. Si on veut qu'une chose se passe, il faut se battre pour qu'elle se passe. Il suffit pas de créer les outils et d'attendre que ça se fasse tout seul. Ça fonctionne pas, ça. Et c'est un petit peu ce que je voulais démontrer aussi avec la téléportation. C'est pas parce que la téléportation se crée et qu'elle respecte les conditions que j'ai dit, etc., que ça va se passer forcément comme je l'ai décrit. Ça se passerait peut-être comme je l'ai décrit si on ne s'empare pas du sujet. C'est-à-dire qu'on se dit pas ah ben c'est bon, la téléportation a été créée, les gens vont se rencontrer, ça va être génial, on va briser les frontières, etc. Non, c'est pas du tout ça qui va se passer. Si on ne fait rien, si on ne s'empare pas de la question, si on ne discute pas d'une question, si on ne discute pas de ce genre de technologie, de ce qu'on peut en faire au niveau sociétal, pas au niveau technique, mais vraiment au niveau de la société, comment on peut utiliser ça pour le bien commun, pour imaginer un nouveau monde, etc. Si on ne s'empare pas des sujets, d'un point de vue politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire de débattre, d'imaginer, de créer ensemble, eh ben, d'autres le font pour nous, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était la petite réflexion du jour. Bon, petite réflexion qui a pris quand même 2 épisodes. Ouais, j'ai un petit peu abusé sur le contenu, là, j'étais un petit peu trop long. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi, voilà, est-ce que vous partagez mon avis, est-ce que vous voyez les choses autrement. Le but des hors-séries, je le rappelle, c'est vraiment, là je donne mon opinion, bon, construit, etc., j'essaye de faire un petit peu des recherches et tout, mais c'est juste mon opinion, voilà, je fais pas un truc ultra documenté comme les Monsieur Bidouille, machin, avec vraiment, je fouille, etc., etc., et aussi, les hors-séries me permettent de parler de certains sujets qui sont plus difficiles à aborder selon un Monsieur Bidouille, parce que justement, ce sont des sujets de société, ce sont des sujets qui sont qu'on peut prendre en fait de plusieurs bouts, qu'on peut regarder sous différents angles, et qui ont une forme différente à chaque fois sous différents angles. Je vous propose une manière de voir les choses, la mienne, à l'heure actuelle, elle évoluera peut-être que je referai une vidéo dans quelques années où je reparlerai de ça. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour approfondir ces questions. C'est à vous de me le dire aussi si ça vous intéresse. Et en tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh ben, je vous remercie. Et je vous laisse avec cette phrase: l'idéologie est à la politique, ce que le fantasme est à l'amour. Allez, à une prochaine.